Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Et aujourd'hui, enfin, on va vous dire ça comme ça, le Paris Basketball a enfin remporté un match à domicile, la première victoire de la saison à la Carpentier. Il a fallu attendre le 6 novembre pour que cela arrive. C'était donc contre Le Mans, on en sort juste à l'instant avec Antoine justement de cette partie. Victoire 104-88, Le Mans qui était deuxième du championnat juste avant cette journée, qui chute donc pour la deuxième fois de la saison. Je l'ai cité dans mon introduction, mais je vais lui dire quand même bonjour. Je suis avec Antoine aussi pour ce podcast. Salut Antoine. Salut Flavien. Je te propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. On l'a dit, donc première victoire à domicile, deuxième victoire de la saison, pareil, qui souffle vraiment avant la trêve internationale de novembre, qui peut respirer un petit peu. La question va être assez simple pour démarrer ce podcast. Est-ce qu'Antoine, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, donc c'est-à-dire qu'il y a eu 12 matchs, 8 en Betclic et 4 en Eurocup, est-ce qu'on peut dire qu'on a vu ce soir, contre Le Mans, à l'Al Carpentier, le match référence du Paris Basketball depuis le début de saison? Alors oui, totalement, la question méritait d'être posée et oui, totalement. Je pense que c'est le match référence du Paris Basketball. Comme tu dis, il y en a pas eu beaucoup, après il faut être honnête, mais celui-ci a été très bien mené, que ce soit offensivement, défensivement, tactiquement, on va en parler également. Collectivement, ça a été très sérieux et très agréable, du coup, à regarder quand on voit une équipe parisienne tourner aussi bien et que tout le monde assume son rôle, tout le monde peut un peu montrer, enfin même totalement montrer, l'étendue de ses capacités. Donc oui, il y a un match référence, hein, d'autant plus qu'on jouait contre Le Mans qui était, dans le top 2 de Betclic Elite, donc encore plus référence du coup. Enfin, on l'a pas cité, mais Paris a globalement dominé la rencontre du début à la fin. Il y a eu que 3 changements de leader dans la partie qui sont intervenus assez tôt dans le match. C'était vraiment au tout début de partie. Et puis, Paris a pris l'ascendant, que ce soit au début du premier quart-temps. Je crois qu'il y a 14 points d'écart déjà à ce moment-là. Paris a marqué 33 points en 10 minutes. Donc, c'est un rythme très élevé. Il y a eu beaucoup de possessions. Je sais qu'on va y revenir après, mais ça fait partie du plan de jeu de Paris de jouer énormément vite, très très vite. C'est une équipe très atypique. Bref, 56 points à la mi-temps à 39. Il y a eu un petit blanc de 5 minutes dans le troisième quart-temps où Matt Morgan a pris feu enfin du côté du Mans et Paris qui a un petit peu tremblé, mais pas beaucoup parce qu'il y a eu une très bonne gestion de ce temps faible et qui a assuré en fin de match. Ça a aussi fait jouer les jeunes, Kylian Maloya et Mohamed Diawara notamment, sont rentrés en fin de match quand il n'y avait plus rien à jouer. Antoine, on peut le dire, je pense en tout cas, qu'on a vu à la fois côté Paris le meilleur match défensif, à la fois le meilleur match offensif, mais les deux sont liés forcément. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Entièrement d'accord avec ton analyse, là, une bonne défense amène une bonne attaque. Généralement, c'est ce qui a été le cas ce soir. Paris a décidé, on en parlait en off, de défendre en zone et de laisser, certains joueurs, Abdoulaye Ndoye notamment, seul, sous le panier, enfin, sans défense, donc ça ce qui a vraiment, bousculé, l'attaque, mancelle et au final, on a vu une belle équipe, une belle pression, une belle intensité au rebond, notamment, dès la mi-temps. Paris prend 33 rebonds, dans les 2 premiers quart-temps, ce qui est pas à négliger du tout et une défense solide qui a amené à une attaque, qui l'était tout autant avec, des tirs ouverts, rentrés pour une fois, c'est très compliqué. On sait ces derniers temps à quel point le tir était compliqué pour les Parisiens, mais notamment à 3 points, pardon. Ils shootent à 5 sur 11 en première mi-temps, ce qui est pas négligeable encore une fois. Et tout le monde met la main à la pâte, clairement. C'est-à-dire que la répartition des points est extrêmement bien répartie, que ce soit en début de match et jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même 6 joueurs à plus de 10 points, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a du 19, 14, 18 points. Peu de pertes de balles, 5 dans le dernier quart. Donc voilà, et ça a été, tactiquement parlant, Paris avait tendu un piège au Mans. Le Mans est tombé dedans. Hormis voilà une séquence où Matt Morgan prend feu, on a vraiment eu une équipe parisienne qui a tenu son plan de jeu et pour une fois, ben, ça a porté ses fruits. Avant qu'on aille un peu plus dans l'aspect tactique, moi, il y a un chiffre que je trouve hyper important de souligner ce soir. C'est les 10 petites pertes de balles du Paris Basketball après 40 minutes. Je n'ai pas la stat en tête, mais je suis quasiment persuadé que c'est le plus bas total sur un match depuis le début de saison. Pareil qui était à 18 pertes de balles par match en championnat après cette rencontre.
qui était l'équipe qui perdait le plus de ballons de toute manière du championnat, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de possessions dans les rencontres du Paris Basketball. Est-ce que pour toi, ça fait partie des facteurs déterminants qui ont fait que le Paris Basketball aussi s'est rendu le match facile? Ah totalement, totalement, citons aussi, Tyrone Wallace qui n'était pas là, qui perd quand même beaucoup de ballons et donc là, on a eu le joueur qui perdait le plus de ballons en général à Paris qui n'était pas là, donc ça a un peu redistribué des cartes et ouais, Paris était beaucoup plus même si comme tu l'as dit, il y a eu énormément de possessions et ça a été, mentionné par le coach du Mans, en conférence de presse. Paris a beaucoup de possessions, Paris court vite, mais pour le coup, Paris contrôlait bien ses possessions. Le jeu tournait bien, ça utilisait beaucoup de pick and roll, ça jouait simple parfois, bien que rapidement, ça prenait pas de tirs totalement, enfin ça prenait que des tirs ouverts ou alors sinon très peu de tirs complètement défendus. Il y a eu un match beaucoup plus contrôlé et parce qu'on a senti que Paris était bien en fait, ça jouait de manière, légère. On sait que Paris perd beaucoup de ballons quand l'équipe se retrouve sous pression. Elle n'a pas été sous pression, hormis dans le troisième quart-temps avec Matt Morgan qui a pris feu. Et encore une fois, c'était que Matt Morgan, c'était pas que l'équipe adverse. Sinon, Paris a plutôt bien contrôlé ses possessions, donc les pertes de balles ont été beaucoup moins nombreuses et ça s'est ressenti. Au final, les pertes de balles sont beaucoup dans le dernier quart-temps. On en compte une à Kylian Maloya qui est jeune et un petit peu à l'intérieur quand il y a une bagarre ou qu'on veut vraiment jouer physique, mais c'est dans les derniers instants. Donc elles comptent, on les oubliera pas, mais elles sont quand même beaucoup moins litigieuses que peuvent l'être celles, je dis celles au pluriel, lors des matchs précédents. Tactiquement, on a voulu se pencher sur un point qui nous a semblé être le plus important, c'est le plan de jeu que le Paris Basketball a dévoilé contre Le Mans ce soir, qui ressemble, je trouve, pas mal à ce qu'on a vu contre Trento en Eurocup il y a quelques semaines. Si on grossit le trait volontairement, Paris a défendu en zone, donc laissé beaucoup les shooters à 3 points, en tout cas laissé beaucoup de tirs à 3 points pour Le Mans, qui est l'équipe qui shootait le moins de tirs à 3 points du championnat depuis le début de saison, ce qui était à 21 par match, et qui en prend, Antoine, si tu as la stat avant moi, tu la donnes, mais ils en shootent 32 ce soir. Euh, ils étaient, je crois, de 20 à la mi-temps, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment déjà beaucoup plus que leur rythme leur imposait. Ils n'ont pas de shooter, c'est une équipe qui travaille normalement beaucoup dans la raquette, qui a été très peu aussi efficace à l'intérieur avec seulement 30 points dans la raquette, pareil qu'en a inscrit 50. On voit quand même le différentiel là-dedans. Et puis beaucoup de transitions, donc c'est sûr, tu perds moins de ballons, tu es beaucoup plus efficace au tir parce que tu as des tirs sur de la contre-attaque beaucoup plus simple, beaucoup plus ouverts. Est-ce que pour toi, Antoine, pareil que les questions précédentes, est-ce qu'on c'est le plan de jeu pour toi de Paris qui a été suffisamment bien ficelé par Will Weaver et ses assistants pour déborder Le Mans, ou est-ce qu'il y a aussi un peu justement du Mans qui a un peu joué à côté de ses pompes ce soir? Je vais reprendre les termes de Elric Delors, le coach du Mans, en conférence de presse, qui a dit que voilà, il avait été un petit peu perturbé, même, enfin que la stratégie du Paris Basketball les avait perturbés. Donc voilà, il faut rendre à donc on va dire qu'ils ont été perturbés, on va le citer. Donc ça veut dire que Will Weaver a bien mené son plan de jeu et que les joueurs l'ont suivi et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, comme tu dis, Le Mans est une équipe qui tire pas énormément, qui tire le moins à 3 points. Ils étaient à 19 tirs à 3 points à la mi-temps, on t'avait dit voilà. On a vu des tirs, enfin Williams Naras notamment pour le citer, enfin, il a 1 sur 5, il a 1 sur 5 au final, mais voilà, c'est des tirs très compliqués. Kenny Baptiste notamment, pareil, 3 sur, que je dise pas de bêtises. Non, Kenny Baptiste n'en prend pas autant pour moi, Non, Kenny Baptiste, en fait, il c'est prend des mi-distances parce qu'il est ouvert à 3 points, il avance et il finit à 3 sur 9 au tir, Kenny Baptiste. mais c'est ça, autant pour moi. Il y a vraiment eu cette volonté-là, voilà, de perturber, l'équipe adverse qui s'est retrouvée, totalement perdue, totalement dans ses séquences offensives. J'ai pas trouvé une équipe du Mans, hormis Matt Morgan que je cite régulièrement cette rencontre parce qu'il a été très performant. Hem À l'aise et ça s'est ressenti donc je pense qu'il y a les 2 facteurs. Il y a le côté Le Mans a raté sa rencontre parce qu'ils ont été perturbés et Paris a réussi à tendre un piège à ses adversaires et ses adversaires, en l'occurrence, sont tombés dedans. Dans ce piège aussi, c'était donc cette fameuse défense de zone. On a vu beaucoup donc les shooters adverses, notamment Endoy, qui était laissé volontairement ouvert, limite même à mi-distance, on le laissait tout seul.
on l'a dit aussi, c'était aussi pour avoir limite un deuxième joueur en fait qui va pouvoir cadrer sur les shooters que sont Trestinkel ou Matt Morgan. Ça a très bien marché en première mi-temps, un peu moins en deuxième aussi parce que le rythme s'est ralenti et Paris a été moins efficace dans son plan de jeu, en tout cas sur le troisième quart-temps. Et de cette défense de zone, forcément, donc tu forces soit les petits ou les grands, enfin surtout les grands à prendre des tirs de loin, soit à ce qu'ils essaient d'aller dans la raquette, sans forcément aller dans les détails, parce qu'on va en parler au moins d'un des deux dans les joueurs à suivre, mais la raquette a été prédominante, en tout cas, que ce soit en défense, même en attaque, pour remporter ce match. On a vu beaucoup de pick and roll trouvés en attaque pour Kamagaté et Evans, et 8 contre pour les Parisiens, à 0, je crois, pour le Mans. Oui, 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 totalement, un très beau jeu en pick and roll, ça a été très agréable à suivre, que ce soit avec Holman et Kamagaté ou même Juan et Kamagaté notamment. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup en début de saison et qui tend à se développer de plus en plus du côté parisien. Et comme tu le disais, aussi que ça soit offensivement ou défensivement, Paris a extrêmement bien protégé sa raquette du fait de la présence de 2 intérieurs, de métier. Jérémy Evans qui en plus a l'habitude de jouer 5, comme il l'avait révélé après, Grande Canaria si je dis pas de bêtises, et Kamagaté qui est un protecteur de cercle, je pense reconnu, on n'apprend rien à nos auditeurs. Mais on l'a vraiment ressenti qu'il y avait ce côté où, Le Mans n'arrivait pas à shooter de loin et dès que ça rentrait à l'intérieur, les batailles à l'intérieur étaient quasiment toutes perdues pour les Manceaux. On a vu l'ancien parisien Valentin Chéry avoir du mal à l'intérieur sur une séquence contre son ancien coéquipier Kamagaté. Et au retour, ça attaquait beaucoup le cercle, ça jouait très physique, ça obtenait beaucoup de deuxième chances du côté parisien. Et Le Mans n'a jamais réussi à revenir là-dedans. J'ai beaucoup de souvenirs de charges, que ce soit de Jérémy Evans ou même d'Ismaël Kamagaté, qui, même si Nel ne rentrait pas, permettait à d'autres shooters de se trouver ouverts. Donc voilà, cette domination de la raquette a vraiment libéré tout le secteur offensif et défensivement, ça a totalement annihilé l'attaque du Mans, même si elle met quand même 88 points. Avant d'aller peut-être sur les perfs individuels rapidement, Antoine, est-ce que le fait que Tyrone Wallace n'était pas là a aussi aidé comment dire, à ce que la balle bouge mieux que du côté parisien? Ah, je t'ai cité vite fait et oui, je pense, Tyrone Wallace, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais malgré cela a beaucoup de mal à débuter sa saison. Et le fait qu'il soit absent pour une douleur à la main encore aujourd'hui, qui a l'air un petit peu qui a l'air d'être un peu compliquée à traiter et un peu longue, elle a été traitée de différentes façons, apporte, je sais pas, beaucoup plus de sérénité, que pour mener le ballon tout simplement. Kyle Holman s'est plutôt bien débrouillé, même s'il fait un match compliqué. Ça a permis à Margezic de remonter le ballon sur beaucoup de séquences et c'est encore une fois très intéressant puisqu'on ressent les capacités du Bosnien à créer sur certaines possessions. Johan Bégarin aussi, quand il s'agit d'un registre beaucoup plus offensif et d'un attaquant de cercle en pénétration. Et ça c'est voilà encore une fois ressenti. Et on a eu beaucoup moins ce sentiment de gestion incontrôlée en fait que peut avoir parfois Tyrone Wallace à vouloir jouer tout seul. Et on a vu un collectif plutôt que un talent individuel et des joueurs autour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, c'est sûr que quand tu vois par exemple un Kyle Holman qui n'était pas forcément adroit et qui a quand même réussi à faire tourner cette balle, puisqu'il finit avec. Il a 4 sur 14 au tir, mais avec 6 passes décisives. Et j'ai pas trouvé son match justement mauvais, alors qu'il a pris beaucoup de tirs et qu'il en a raté beaucoup. Donc ça. Et puis tu as donné du coup la chance à d'autres joueurs de pouvoir se montrer, des Gauthier Denis notamment, même s'il en met, je crois qu'il met 15 tirs, de Stanislava qui a été encore très bon dans son impact en sortie de banc. Franchement, dans la globalité, c'est sûr que si tu retires tous les tirs en fait que Tyrone Wallace peut prendre et les ballons qu'il peut perdre, effectivement, tu peux construire un collectif peut-être plus modelable. À voir ensuite sur la suite de la saison. Il est blessé pour l'instant. Il reviendra donc pas forcément pas avant la trêve, avant le retour de trêve, donc à voir côté Paris. Un petit mot, Antoine, justement, sur un joueur qui va quitter Paris, a priori, ce serait Jérémy Evans. Un petit bilan des matchs qu'il a joué avec Paris. Forcément satisfait, je pense. On n'a pas vu un seul match de Evans qui était mauvais. Très bonne pioche, très, très bonne pioche, Jérémy Evans. Paris avait besoin de verticalité, avait besoin de physique dans la raquette et même d'expérience. C'est tout ce qu'elle a récupéré, grâce à lui.
Statistiquement parlant, dans la stat brute, après on va rentrer un peu plus dans le détail, Amir Sim, c'est un joueur en double-double, qui s'est blessé. Paris a récupéré un joueur en double-double, Jérémy Evans, quasiment les mêmes apports, entre 14 et 16 points, 10 rebonds. Un joueur extrêmement impactant, un leader. Ça s'est ressenti et le coach n'a pas démenti ce que je suis en train de dire, puisque je pense qu'il n'aurait pas pu trouver meilleur pigiste médical. C'est même d'ailleurs dommage de le voir partir, puisqu'il a, comme tu as dit, jamais raté un match. Bon, là, il rentre même des tirs à 3 points, si je dis pas de bêtises. Je le trouve plus sur la ligne de stats, Jérémy Evans. Il en met deux, Il en met deux, exactement. C'est ce que lui reprochait le coach. Enfin, un reproche, tout est relatif. C'était de pas prendre assez de tirs à 3 points. Ce soir, comme tu as dit, la balle a été assez répartie pour qu'il puisse en avoir et les rentrer. Et voilà, non, c'est un joueur qui se bat au rebond énormément, qui soulage beaucoup Ismaël Kamagaté. C'est un joueur qui comprend vite ses coéquipiers. Il s'est tout de suite bien intégré au système parisien et a tout de suite apporté sa patte. C'est un joueur capable de faire des passes quand il voit son coéquipier ouvert, toujours en moyenne 2 passes. Au contre, son timing est très bon. Donc il y a vraiment rien à dire de négatif sur Jérémy Evans, sauf le fait qu'en fait, c'est pas de son ressort, ils doivent partir. Voilà, pour ceux qui se posent la question pourquoi il va partir, tout simplement parce que Amir Sims va revenir normalement dans l'effectif. Il était pigiste médical jusqu'au 15 novembre, Jérémy Evans, et le prochain match de Paris, il me semble que c'est le 20 novembre. Oui, c'est ça, déplacement à Rouen. Donc il sera plus sous contrat avec Paris. Pourquoi il peut pas être conservé? C'est que un club français, en tout cas en Betclic, qui ne peut avoir que 4 joueurs américains dans son effectif. Paris les a déjà et ne peut pas en fait en avoir plus, ne peut pas en mettre plus de 4 sur la feuille de match. Ce serait payé un joueur à chaque fois qui serait payé pour ne pas jouer. Je te propose, Antoine, qu'on s'arrête ici. Un bon podcast de débrief. Là, c'est la trêve internationale. Il va y avoir, on va avoir des matchs, pardon, pour nos petits Parisiens. 4 joueurs qui sont appelés en sélection nationale. 3 en équipe de France, que sont Axel Toupane, Juan Béguin et Ismaël Kamagaté. Si je vous fais le programme, ça va jouer donc le vendredi 11 novembre dans quelques jours en Lituanie, déplacement en Lituanie, et après la réception justement de la Bosnie-Herzégovine d'Amar Gigic qui a été sélectionné là, qui part demain en Bosnie. Donc deux matchs importants parce que c'est des matchs pour les qualifications pour la Coupe du Monde qui aura lieu l'an prochain. Niveau calendrier, il y aura donc le prochain match, ce sera le 20 novembre contre la Chorale de Rouen en déplacement. J'ai plus le calendrier en tête, je vais peut-être vous le retrouver tout de suite en Eurocup. Je crois que c'est Podgorica. Ouais, c'est ça, c'est un déplacement à Podgorica le 23 novembre, le prochain match en Eurocup. Et puis la réception du Portel le 27 novembre. Bref, deux matchs qui sont en championnat a priori prenables, un peu moins en Betclic en Eurocup, on va pas se mentir. Mais on aura le temps de toute façon de débriefer tout ça le temps venu. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur ce podcast? Non, c'est bon. Eh bien, je vous propose qu'on en finisse là. Avant de terminer, évidemment, je vous rappelle de vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @parisb-8onair. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball On Air, tout simplement. Donc là, le podcast, comme d'habitude, va être disponible sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, bref, toutes nos applis. Je vous invite à nous suivre là-dessus également, à liker le podcast si vous avez aimé, à le partager si vous en ressentez le besoin et que vous voulez que d'autres le découvrent. Ça nous fera aussi augmenter nos audiences et pourquoi pas nous améliorer. Je vous dis à très bientôt parce qu'il y a un podcast Eurocap qui va sortir dans quelques jours et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.